La neuroergonomie, elle commence un peu quand on étudie les prodiges. Par exemple, Rüdiger Gamm, un Allemand, il arrive à faire des divisions de nombres premiers jusqu'à la 60e décimale, le mec. Deux têtes. Bon. On l'a mis en imagerie. Il y a une équipe française à Caen qui l'a mis en imagerie. Et ils l'ont comparé à des gens normaux qui faisaient des calculs. Ils se sont rendus compte qu'il utilisait son cerveau différemment. Imaginez que ça, c'est le problème mathématique. Genre diviser 61 par 21 de tête. Bon. Et ça, c'est votre cerveau. Eh ben, vous et moi, on va l'attraper comme ça. C'est pas la bonne méthode. Alors évidemment, vous allez me dire, merci d'être venu Idriss, parce que ça saute aux yeux, que la bonne méthode pour attraper la bouteille, c'est pas ça. Et pourquoi ça saute aux yeux? Parce que notre main, on la voit. Donc on sait que c'est pas comme ça qu'il faut attraper une bouteille, c'est comme ça. Mais notre cerveau, on le voit pas. Notre cerveau, là, il est en train d'attraper de la connaissance, je vous donne de la connaissance, des contenus, vous voyez absolument pas comment votre cerveau, il l'attrape. Si vous voyez comment votre cerveau attrape la connaissance, il n'y aurait pas du tout besoin de recherche en neurosciences. Tout le principe des neurosciences, c'est que c'est caché le cerveau. Et donc il faut l'étudier pour voir un peu comment il attrape les contenus. Et en fait, ce que fait Rüdiger Gamm, c'est qu'il redistribue le poids du problème mathématique sur d'autres aires de son cerveau et sur d'autres fonctions mentales, en particulier la mémoire épisodique, la mémoire procédurale, la mémoire spatiale. Alors la mémoire épisodique, c'est celle que vous et moi, on utilise par exemple pour savoir ce qu'on a mangé le matin au petit-déj. Et elle est quasiment aussi développée chez nous que chez lui, hein, pour simplifier. Simplement, nous, on est incapable de l'utiliser pour faire des maths. Lui, il peut. La mémoire spatiale, donc c'est celle qu'on utilise pour savoir où on s'est garé, par exemple. Pareil, on ne l'utilise pas pour faire des maths, lui, il l'utilise. Et la mémoire procédurale, c'est la mémoire qu'on utilise, par exemple, pour faire un nœud de cravate. Quelqu'un qui sait faire un nœud de cravate, il sait le faire, mais il ne sait pas envoyer un email pour expliquer comment on fait. Et ça, c'est un peu normal, parce que notre cerveau, il est essentiellement non-verbal. À l'école, évidemment, on n'arrête pas de demander aux enfants de verbaliser, d'expliquer ce qu'ils font. Mais le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Le cerveau résout des problèmes sans savoir expliquer comment il a fait. Et bien, armé de cette ergonomie cérébrale, donc mémoire épisodique, mémoire spatiale, mémoire procédurale, et puis bien sûr, le petit doigt que je montrais tout à l'heure, c'est la mémoire de travail. Alors, la mémoire de travail, c'est celle que vous utilisez pour m'écouter parler là. Elle sature à 15 secondes à peu près. Qu'est-ce que j'ai dit à 15 secondes? Et c'est pour ça que quand un prof demande à l'école qu'est-ce que j'ai dit à 15 secondes, c'est totalement con parce que la mémoire de travail, elle n'est pas du tout faite pour retenir un truc comme ça par cœur. Bon. C'est le post-it du cerveau, la mémoire de travail. C'est pour ça qu'elle n'est pas faite pour pouvoir faire des gros calculs mathématiques. C'est pas elle qu'il faut utiliser si on veut de la grosse performance en fait. Donc, Rüdiger Gamm, boum, il y a le problème mathématique que les autres ont du mal à attraper. Lui, il utilise d'autres aires cérébrales, il l'attrape, il jongle avec, il gère. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait tous faire ça. On pourrait tous exceller dans un domaine en faisant de la neuroergonomie. Et la neuroergonomie, c'est exactement comme l'ergonomie de notre main. Regardez votre main, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous ne pourrez pas toucher votre poignet avec votre petit doigt. C'est tout con, mais ça c'est physiquement pas possible. Ben, ça c'est de l'ergonomie. Ben, notre cerveau, il a pareil. Il a des articulations, il a des angles impossibles. Simplement, on ne les voit pas. Mais plus on étudie le cerveau, plus on peut dire oui, cet angle-là, il est impossible pour le cerveau, de même que toucher son poignet avec son petit doigt, c'est physiquement impossible. Et là, ça nous emmène très loin. Ça nous emmène très loin parce que ça nous permet de révolutionner en fait toutes les activités humaines. Dans toute activité humaine, il y a le cerveau a priori. Même les plus débiles, il y a le cerveau qui est impliqué. Dans l'économie, dans la politique, dans le marketing et bien sûr dans l'éducation. Et donc quand on fait de la neuroergonomie, on peut tout changer. On peut changer l'école, on peut changer le travail, on peut changer la politique, on peut changer la communication, on peut tout changer. Et en particulier, on peut changer la façon dont on apprend. Dans les pays latins, travail égale souffrance. Travail, ça vient de tripalium, qui est un instrument de torture. Donc déjà, le ton est donné. Lavoro en italien, ça vient des labeurs de l'accouchement. Donc il y a des gens qui pensent vraiment que plus on se fait chier, mieux c'est. Or, alors là, on va tout de suite faire un point en neuroergonomie. Jouer, c'est la façon normale d'apprendre pour le cerveau. C'est pas la façon exceptionnelle, c'est la façon juste normale. C'est-à-dire que vous prenez les mammifères, des bébés tigres, s'ils jouent pas, ils vont crever. Ils ne sauront pas chasser, ils ne sauront pas défendre leur territoire, ils ne sauront pas se reproduire, ils vont mourir. Bon. Donc la nature est beaucoup plus sélective que nos grandes écoles, que nos systèmes les plus prodigieusement sélectifs, soi-disant. Et elle, son mode d'apprentissage privilégié, c'est le jeu. C'est-à-dire que dans un monde qui fait pas de cadeaux, où la moindre erreur, c'est la mort, c'est le jeu qui domine. Et mieux que ça, on sait en neurosciences qu'il y a une corrélation directe, évidemment, corrélation, c'est pas une cause, mais il y a une corrélation directe, en tout cas, entre jouer et intelligence. C'est-à-dire que plus un animal est intelligent, et en particulier, plus il utilise des outils, ça c'est super intéressant, parce que les pies utilisent des outils, les corvidés en général, les corbeaux utilisent des outils, plus un animal est intelligent, plus il joue. Donc, quand même, il y a une leçon là, parce que 4 milliards d'années d'évolution, le comportement d'apprentissage, c'est le jeu. Pourquoi? Le jeu est un moyen de capter l'attention.
l'élément principal dans l'économie de la connaissance, si vous voulez télécharger de la connaissance dans votre cerveau, il faut payer de l'attention multipliée par du temps. C'est le premier truc qu'il faut payer. Voilà, il faut en payer d'autres après, il faut consolider et tout, mais le premier truc, sine qua non, qu'il faut payer pour pouvoir apprendre, c'est attention multipliée par temps. Et l'école, elle n'est pas compétitive pour capter l'attention. Si elle était compétitive pour capter l'attention, l'école, ça se saurait. Elle est obligatoire pour une raison au départ. Alors, pour tout triste que ce soit, au tout début, l'école était compétitive. L'école était obligatoire pour les parents au début. C'est les parents qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est-à-dire qu'au début, pour les enfants, entre emballer des bottes de foin ou apprendre la vie de Jules César, le calcul était vite fait. L'école était intéressante. C'est les parents qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants. Et maintenant, comme l'école, elle est obligatoire, donc elle a temps humain garanti, elle a peu évolué, puisque de toute façon, le temps était garanti. Elle n'avait pas besoin de se battre pour le choper, ce temps de cerveau humain disponible, comme quelqu'un l'a dit avec une formule cynique, mais malheureusement vraie. Eh bien, aujourd'hui, entre des jeux vidéo, des vidéos YouTube, du Facebook, et l'école est plus compétitive. Mais elle pourrait l'être. Parce que ce que je dis dans mon bouquin, c'est que l'école, c'est avant tout un buffet à volonté de connaissances. L'école, c'est un buffet gigantesque. Et vous imaginez, vous êtes dans un buffet, dans un hôtel 5 étoiles, et là, il y a de tout. Il y a vraiment tous les plats que vous voulez. Et là, vous êtes au paradis, a priori. Hein. Sauf qu'à l'école, on a rajouté une règle, c'est il y a un maître d'hôtel qui se pointe et qui fait tu dois tout bouffer. Tout. Jusqu'à la dernière assiette. Et tout ce que tu as laissé, ça sera porté sur l'addition. C'est-à-dire que non seulement tu seras tu seras récompensé que sur ce que tu as laissé, pas ce que tu as mangé, mais en plus, si tu en laisses trop, tu redoubles, tu es humilié, on te vire de l'hôtel. Et là, c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'on a les bons ingrédients, on a tout ce qu'il faut à l'école, mais on a posé des règles du jeu qui transforment le paradis en enfer. Donc un autre sujet que j'aborde dans le bouquin, bien sûr, c'est l'importance du plaisir. Le plaisir n'est pas sale, le plaisir n'est pas mal. Une bonne école, c'est une école où un prof prend son pied et où l'élève prend son pied. Il n'y a rien de pire qu'un prof qui ne prend pas son pied. Un prof qui se fait chier, ça se voit et ça fait chier l'élève. Et ça fait un tango de souffrance, ce que je décris dans mon bouquin, le tango de la souffrance. Je me fais chier à donner le cours, tu vas te faire chier à le suivre, tout va bien. Et côté élève, je me fais chier à venir, tu vas te faire chier à me donner le cours, tout va bien. Et pour ceux qui objecteraient à mon vocabulaire scatologique, je dirais que c'est quand même beaucoup plus vulgaire un système comme ça que les quelques mots vulgaires que j'ai utilisés. Alors, en conclusion, libérer votre cerveau, c'est un manifeste. C'est-à-dire que j'ai pris le parti risqué de parler de neurosagesse. Pas de neurosciences, de neurosagesse. Il y a beaucoup de bouquins en neurosciences, il y en a beaucoup de très bien, mais aujourd'hui la question, c'est pas ce qu'on a comme science, c'est pourquoi on applique les neurosciences. La neuroergonomie, elle est réservée essentiellement à l'armée aujourd'hui. Les plus grands chercheurs en neuroergonomie, ils sont à l'US Air Force. Et ils développent des trucs de dingue, comme un casque pour le F-35, qui est le casque le plus cher du monde pour un avion, c'est 400 000 $ juste pour le casque. Et ce casque, il vous permet d'abattre plus d'avions en un coup d'œil, d'identifier plus de cibles. Ça donne du levier au cerveau. Et d'un point de vue technique, c'est brillantissime. D'un point de vue raison d'être, peut-être qu'on pourrait utiliser ces technos pour autre chose. Alors, en particulier, ce qui m'a convaincu d'écrire ce bouquin, c'était un scandale qui a eu lieu l'année dernière, où des membres de l'Association américaine de psychologie, qui est très réputée, qui est une excellente autorité scientifique, se sont rendus coupables de participation au programme de torture de la CIA. C'est-à-dire que les types ont utilisé leurs connaissances en psychologie, en neurosciences, pour torturer des gens et leur infliger un maximum de souffrance possible. Et là, je me suis dit, waouh! Et donc, j'ai vraiment voulu m'intéresser à un sujet qui n'avait pas été débattu, qui était, oui, c'est très bien d'avoir des neurosciences, je les développe moi aussi, c'est mon travail, mais je pense que l'urgence absolue, c'est de développer une neurosagesse. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le sujet de mon bouquin, c'est qu'on est dans une seconde renaissance. Et dans la renaissance, les grands humanistes se sont intéressés à la raison d'être des sciences, à pourquoi on les développe, pourquoi on les applique. Et c'est pas seulement pour torturer des gens et massacrer des gens. Donc la conclusion de mon bouquin, libérez votre cerveau, c'est si vous ne connaissez pas votre cerveau, d'autres vont le connaître pour vous. Et c'est pas dans votre intérêt. C'est dans l'intérêt de personne que quelqu'un d'autre connaisse mieux son cerveau que lui. Si on veut vraiment libérer le monde, dans un sens, l'enjeu de ce bouquin est vraiment très grand. Si on veut libérer les gens, il faut qu'ils connaissent leur cerveau, au moins aussi bien que les autres le connaîtront pour eux. C'est pour ça que j'ai pris le parti de la vulgarisation. Si on veut libérer les gens de l'usage que l'on peut faire des sciences contre eux, eh bien, il faut avant tout leur permettre d'expliquer comment leur cerveau fonctionne. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Il est à mettre dans toutes les mains. Je l'ai écrit pour les parents, je l'ai écrit pour les enfants. Il y a une bande dessinée au milieu qui a été faite spécialement pour que des enfants puissent bien le prendre en main, style manga, qui a été écrite par une de mes élèves d'ailleurs.
Et voilà, pour moi, c'est un peu un manifeste, une constitution de ces neurodroits. Parce que ma conclusion dans le bouquin, c'est ou bien on aura une neuronaissance, ou bien on aura un neurofascisme, avec des structures, des organisations qui maîtriseront tellement notre cerveau que notre liberté va s'en effriter. Et ça, il faut évidemment lutter contre. Donc la neuroergonomie, elle est là pour libérer l'homme. C'est le parti que j'ai pris dans ce bouquin, et c'est pour ça que je l'ai appelé « Libérez votre cerveau ».